Señoras y señores, buenos días. Muchísimas gracias al presidente Domingo Sanfelipe. Con él podemos hacer los entretiens de Royaumont cada día porque como él se llama Domingo, es siempre domingo. El año pasado he tenido la tarea difícil de hablar después de Jérôme Chartier, que hizo un discurso completamente crítico de la política del gobierno francés y tenía que decir exactamente el contrario del que todo que él había dicho. Afortunadamente, esta vez voy a hablar el primero, después de Domingo Sanfelipe, y él no va a estar aquí para escuchar y entonces puedo sentirme completamente tranquilo de este punto de vista. Y si lo permiten, voy a hablar en francés porque con estas cuestiones energéticas y técnicas es un poco más fácil, pero tengo que dar las gracias a los que organizan los entretiens de Royaumont España y en primer lugar a la Chambre de Comercio y a Domingo Sanfelipe. Dar las gracias a todos los ponentes que van a intervenir, de empresas españolas, de la Comisión, de diferentes empresas francesas igualmente, o organizaciones francesas, para hablar de este reto energético que tenemos que afrontar con éxito. La problématique énergétique, c'est la combinaison de trois contraintes. Une contrainte de sécurité d'approvisionnement, qui est particulièrement grave pour des pays comme la France ou l'Espagne, qui ont peu de ressources naturelles énergétiques propres. Une contrainte de compétitivité, pour que l'énergie produite soit distribuée à un coût acceptable pour les entreprises et pour les consommateurs finaux. Et une exigence de soutenabilité pour que cette énergie soit une énergie qui ne pèse pas de façon exagérée sur l'équilibre écologique. La France a, de ce point de vue, une histoire et des résultats sur lesquels je vais revenir, des ambitions que je développerai, et ceci dans un contexte européen dont la Commission nous parlera plus abondamment, mais qui est un contexte particulièrement mauvais. C'est un contexte mauvais parce que la politique énergétique de l'Europe n'existe pas et parce que les politiques énergétiques des pays européens font que nous avons, comme entité économique, une énergie très chère, très émettrice de gaz à effet de serre, et avec des perspectives de sécurité qui ne sont pas optimales. Et la Commission, qui a tout récemment pris des décisions extrêmement importantes et extrêmement ambitieuses, validées par le Conseil européen, j'aurais dû dire d'ailleurs le Conseil européen ayant pris des décisions proposées par la Commission extrêmement ambitieuses sur ces trois sujets, se trouve face à ce véritable défi qui est de transformer une faiblesse structurelle de l'Europe dans le domaine de l'énergie en gisement de croissance, en phénomène intégrateur de l'Europe et en élément faisant de l'Europe un champion de la lutte contre le changement climatique. Et je dois dire que le gouvernement français a accueilli avec intérêt et avec faveur les nouvelles orientations énergétiques proposées par la nouvelle Commission, se réjouit de l'accord qu'il y a eu sur le changement climatique, se réjouit de l'accord qu'il y a eu sur le financement des infrastructures énergétiques et se réjouit de la perspective d'une politique européenne de l'énergie beaucoup plus réaliste, beaucoup plus ambitieuse et qui soit un véritable gisement de croissance. Ce qui est important à nos yeux, c'est que cette politique garde entière la liberté de choix de mix énergétique des États, car ce sont des questions de souveraineté auxquelles les États restent attachés parce que leur population y sont attachées, mais qu'en même temps, la Commission nous fixe des objectifs très ambitieux, l'Europe nous fixe des objectifs très ambitieux de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et l'Europe nous donne le moyen de construire un système de sécurité énergétique
à travers des réseaux, à travers des accords stratégiques avec les partenaires, à travers une politique étrangère de diversification de nos approvisionnements, à travers la mise en commun de nos capacités de recherche et de développement pour trouver ensemble des sources plus économes en gaz à effet de serre et plus économes en termes d'utilisation de ressources financières. Et donc c'est dans ce nouveau contexte européen, le contexte d'une ambition nouvelle pour l'énergie en Europe, que se développe la politique de la France. Cette politique, elle vient de connaître une évolution importante avec l'adoption définitive de la loi de transition énergétique portée par notre ministre de l'écologie et du développement durable, Madame Ségolène Royal, qui vient de passer en deuxième lecture à l'Assemblée nationale et qui nous fixe pour objectif la division par 2 de notre consommation d'énergie en 2050. Alors, il faut faire un petit retour en arrière pour voir d'où nous venons et voir pourquoi, contrairement à d'autres pays européens, nous abordons cette nouvelle étape de notre politique énergétique avec une certaine confiance. La politique énergétique de la France a été construite à partir du sortir de la Deuxième Guerre mondiale, avec une intensification sous la Ve République, avec l'idée qu'il fallait garantir l'indépendance du pays, un pays qui était terriblement dépendant de l'extérieur pour son approvisionnement énergétique. Et cette idée d'indépendance emportait 3 conséquences qui se révèlent toutes les 3 positives aujourd'hui. Première conséquence, la recherche d'autres sources d'approvisionnement que les énergies fossiles, tout simplement parce que la France disposait, à part un peu de gaz de lac et un peu de charbon qui restait dans le Nord et en Lorraine, et dans les mines de Carmaux, il ne restait plus grand-chose, et donc il fallait développer d'autres sources d'énergie, essentiellement le nucléaire et l'hydroélectricité. Deuxièmement, il fallait construire des accords d'approvisionnement avec un certain nombre de pays qui garantissent la sécurité de nos approvisionnements. Et ça, c'est toute la politique que nous avons menée avec l'Union soviétique en son temps, avec l'Algérie, etc., avec de grands contrats à long terme qui permettaient d'assurer cette sécurité énergétique. Et puis le troisième volet est apparu en 1974, c'est une politique d'efficacité énergétique, tout simplement parce que la ressource était chère et qu'il fallait diminuer la facture énergétique de la France. D'où la fameuse chasse au gaspillage qui a ponctué notre jeunesse, à certains d'entre nous ici et moi, la chasse au gaspillage qui consistait à rechercher de façon très active la diminution des consommations énergétiques. Et la Providence a voulu, il lui arrive d'être favorable, la Providence a voulu que ces 3 développements de la politique énergétique de la France, développement du nucléaire et de l'hydroélectricité, développement de contrats à long terme, développement de l'efficacité énergétique, se sont révélés des clés extrêmement intéressantes pour l'objectif de compétitivité énergétique, puisque les coûts de l'énergie en France, en tout cas ceux de l'électricité, sont parmi les plus bas d'Europe, et un bilan d'émissions de gaz à effet de serre tout à fait exemplaire qui fait de nous le pays le plus économe par tête en Europe et dans le monde développé, et qui fait que nous sommes bien placés pour continuer à conduire cette révolution même énergétique que nous devons conduire. Alors, comment conduire cette révolution énergétique ? La décision qu'a prise le gouvernement, c'est de le faire dans un cadre de croissance et dans un cadre d'incitation plus que dans un cadre de contrainte. La conviction du gouvernement, c'est en effet que si nous voulons présenter aux gens la transition énergétique comme une succession de disciplines, de privations et de restrictions, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas tout simplement parce que les gens ont légitimement le souci de vivre mieux, plus longtemps et plus confortablement qu'avant. Et donc il faut combiner l'exigence écologique et de compétitivité avec l'exigence de progrès du mieux-être et de progrès de la croissance. Et il faut donc transformer la contrainte
en opportunité, privilégier ce qui va de l'avant dans cet objectif-là, au détriment de ce qui nous retarde. Ce qui fait que dans un certain nombre de secteurs, nous allons développer, grâce aux financements européens, aux financements budgétaires, aux incitations fiscales, aux politiques de recherche et développement, les réductions de consommation d'énergie, les énergies alternatives et la transformation de notre modèle de production et de consommation. Quelques exemples. Dans le domaine de la construction, de l'habitat, le gouvernement estime qu'il y a un énorme chantier de rénovation urbaine à conduire, qui est pour les promoteurs et les constructeurs un chantier extrêmement intéressant, et que la mise aux normes de l'ensemble du parc immobilier français, comme la mise aux normes des chantiers nouveaux, est à elle seule à la fois une gigantesque opportunité d'investissement et un pas dans la bonne direction, compte tenu de la place prépondérante de la construction dans le secteur, dans la consommation d'énergie. Dans le domaine des transports, il y a évidemment une prime donnée par le gouvernement au transport propre, c'est-à-dire au ferroviaire, mais aussi une prime à la recherche dans le domaine de l'automobile, qui est un des secteurs industriels les plus importants de France, la recherche de la diminution de la consommation de gaz fossiles par le secteur automobile. Et puis, naturellement, quant à notre approvisionnement, la décision importante qui a été prise, c'est la transformation progressive de notre mix énergétique. Le mix énergétique est caractérisé actuellement par la place extrêmement importante du nucléaire, qui produit 78% de notre électricité. L'objectif fixé, c'est de le ramener progressivement à 50%, non pas en diminuant la quantité d'électricité électronucléaire, mais en faisant monter les autres sources d'énergie à due proportion. Et là, nous nous trouvons devant une exigence qui est que les 50% restants ne soient pas pris par les énergies fossiles, dont la part doit également diminuer, mais soient pris par des énergies renouvelables. Et là, nous avons naturellement devant nous le défi de la compétitivité économique et de la rentabilité des énergies renouvelables. Et c'est un des sujets dont nous devons parler de façon extrêmement attentive avec nos partenaires européens, parce que tout simplement, un certain nombre d'expériences qui ont été conduites au cours de ces dernières années ont conduit à des performances technologiques, mais à des contre-performances financières, et il faut en tirer les conclusions et développer les modèles économiquement soutenables pour les énergies renouvelables. Alors, dans ce contexte, que faire avec l'Espagne et comment le faire? Nous avons suivi avec préoccupation et appuyé, bien entendu, les décisions du gouvernement espagnol pour sortir de ce qu'il faut bien appeler la crise énergétique espagnole, en notant bien que le déficit énergétique financier du secteur, quelques 30 milliards, n'était pas très loin des montants qu'il a fallu mobiliser pour le plan de sauvetage bancaire. C'est dire l'ampleur de l'impasse financière qu'a connue le secteur énergétique en Espagne. Il ne nous appartient évidemment pas de porter de jugement sur le mix énergétique, ni de porter de jugement sur les décisions de politique énergétique qu'a prises l'Espagne. Ce que nous observons cependant, c'est qu'elle a pris des décisions courageuses pour réduire ce déficit et qu'elle cherche des solutions pour, comme nous, à la fois sa sécurité énergétique, la baisse des coûts de l'approvisionnement, la baisse de la dépendance en énergie fossile et la réponse à la surcapacité de production qui existe dans le pays actuellement. De ce point de vue, les décisions importantes qui ont été prises par la France et l'Espagne tout récemment l'ont été lors d'un sommet le 4 mars à Madrid, dont vous vous souvenez, sommet qui a rassemblé non seulement le président de la République française et le président du gouvernement espagnol, mais également le président de la Commission, M. Juncker, le président de la BEI, de la Banque européenne d'investissement, et le Premier ministre portugais, de façon à montrer que nous travaillons dans une logique européenne. Et ce sommet s'est concentré sur une question compliquée, qui est la question des interconnexions. L'Espagne a besoin de plus d'interconnexions énergétiques avec le continent européen et donc avec la France,
que ce soit pour le gaz ou pour l'électricité. Le marché français n'a pas besoin de ces interconnexions et les opérateurs du marché, les opérateurs privés du marché, ne répondent pas dans des conditions économiquement simples aux appels d'offres que nous pouvons faire pour développer ces interconnexions. Alors ce constat d'impasse ne satisfaisait ni le gouvernement français, ni le gouvernement espagnol, ni la Commission, d'autant moins qu'il était en contradiction avec l'objectif de 10% d'interconnexion que nous nous sommes fixés à Barcelone il y a de nombreuses années déjà et qui a été réaffirmé lors des récents Conseils européens. Et donc la décision qui a été prise par ce sommet, décision construite par nos administrations, par nos régulateurs, que ce soit les Français, les Espagnols, les Européens ou les Portugais, les décisions qui ont été prises sont extrêmement lourdes et riches de sens et de potentiel. Première décision, construire une ligne haute tension sous-marine entre la France et l'Espagne sur l'Atlantique, qui sera une prouesse technologique puisqu'elle fera quelques 400 km et qu'elle devra passer par une faille océanique de très grande ampleur. L'investissement est extrêmement coûteux, entre 1,6 et 1,9 milliard, semble-t-il, et la Commission, avec la BEI, se sont engagés à prendre leur part du financement de cet investissement. À lui seul, cet investissement de 1400 MW rajoutera une proportion importante, un tiers, à nos interconnexions. Deuxièmement, 2 autres lignes haute tension souterraines pour le coup et transpyrénéennes sont mises à l'étude, avec la volonté de les faire, bien entendu. Une qui passera par la Navarre ou le Pays Basque, cela reste à déterminer, et l'autre qui passera par l'Aragon. Et au total, nous passerons en quelques années de grosso modo 1000 à 1400 MW d'interconnexion électrique à 8000 MW d'interconnexions électriques d'ici une dizaine, quinzaine d'années. C'est donc une transformation absolument considérable. Par ailleurs, dans le domaine du gaz, nous sommes en train d'achever le triplement de la capacité de 2 gazoducs existants en Navarre et au Pays Basque entre la France et l'Espagne. Et comme il s'avère que le côté oriental n'est pas suffisamment ouvert pour l'Espagne, la décision a été prise de relancer, avec l'appui financier de l'Europe, la construction d'un gazoduc qui s'appelle MidCat et qui serait une colonne vertébrale orientale. Quelle est la difficulté pour la France? Je le répète, c'est que ce n'est pas un besoin du marché français. Le marché français n'a pas besoin de ce gazoduc. Quelle est la solution? C'est de le prendre non pas comme une affaire bilatérale franco-espagnole, mais comme une affaire stratégique européenne destinée à construire notre sécurité d'approvisionnement dans cet élément essentiel qu'est le gaz naturel. Et donc, au lieu de prendre cet investissement comme une source infinançable de problèmes entre la France et l'Espagne, le prendre comme une réalisation européenne stratégique dans le cadre de notre politique de l'énergie et de la relance de l'investissement à laquelle nous procédons grâce au plan Juncker. Voilà un petit peu ce que nous voulons faire. Et puis, pour conclure, un mot sur la conférence de Paris. Un mot sur la conférence de Paris parce qu'elle est à la jonction, comme l'a très bien dit Domingo Sanfelipe, de la politique énergétique, de la politique de l'environnement, de notre politique diplomatique et de nos intérêts économiques et financiers. Cette conférence au mois de décembre doit permettre un engagement universel autour d'un objectif commun et chiffré de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Grosso modo, tel qu'exprimé, il faut prendre des politiques qui éviteront que le réchauffement climatique dépasse 2 degrés. Pourquoi 2 degrés? Parce que les scientifiques nous expliquent qu'au-delà de 2 degrés, nous arrivons à des dommages irréversibles à nos conditions de vie, tant au nord qu'au sud. Nous sommes dans un compte à rebours difficile. Les documents qui existent sont très longs, très complexes et pleins de désaccords. En ce moment même, à Bonn, les négociateurs piétinent
et il faut que, dans 3 mois, cet accord universel soit bouclé. C'est donc un très lourd travail qui attend la communauté internationale, un travail dans lequel la France, en tant que présidence, a un rôle essentiellement de facilitateur. Et peut-être puis-je vous dire un mot de la façon dont nous voyons ce rôle de facilitateur. Il y a d'une part l'engagement européen. C'est sans doute l'engagement le plus dynamique, le plus puissant et le plus ambitieux qui ait été pris par la communauté internationale, cet engagement européen que décrira plus en détail la Commission. Ceci nous donne une grande tranquillité d'esprit, tout simplement parce que la France présidente n'a pas à se soucier de la qualité de l'engagement européen puisqu'il est là, il est sur la table et tout le monde le sait. Ensuite, il faut réunir les pays du Sud, les pays les plus vulnérables, les pays qui ont le plus besoin de croissance économique, les pays qui nous disent « vous voulez nous empêcher de croître en nous limitant nos politiques énergétiques, alors que vous-même avez pu construire votre prospérité sur une négligence climatique que nous payons maintenant. » Il faut évidemment sortir de ce schéma-là, qui est un schéma daté, pour dire que, aujourd'hui, les principaux émetteurs, c'est la Chine, ce sont les États-Unis, et que donc un accord qui n'aurait pas pour base la Chine et les États-Unis serait un accord qui n'aurait aucun sens. Pour dire également qu'il est bien de dire que le passé doit conduire à une responsabilité première des pays développés, que nous assumons, nous, Européens, mais qu'une responsabilité première des pays développés sans responsabilité partagée des autres n'aurait aucune signification, puisque sans l'engagement de tous, cette action n'existera pas. Et pour dire enfin que nous sommes d'accord, tous ensemble, pour construire un mécanisme d'aide à l'adaptation et d'aide à la compensation des effets du changement climatique pour les pays les plus pauvres et les plus vulnérables. Donc, deuxième tâche, rassembler ces pays du Sud. Troisième tâche, et non la moindre, convaincre les grands pays développés ou émergents de s'engager sur des objectifs chiffrés de façon souveraine et partagée. Et là aussi, s'il y a eu la très bonne nouvelle de l'accord sino-américain sur ce sujet voici quelques mois, il reste énormément de travail. Alors, l'Espagne, eh bien l'Espagne pour nous est un partenaire très important dans ce rôle de facilitateur que nous cherchons à jouer. D'une part parce que l'Espagne a un engagement crédible sur la lutte contre le changement climatique et donc est un partenaire européen solide, et d'autre part parce que l'Espagne a cette relation privilégiée avec des acteurs importants de la négociation que sont les pays d'Amérique latine, les pays d'Afrique du Nord et un certain nombre de pays d'Afrique subsaharienne avec lesquels l'Espagne a une relation stratégique de très longue date. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce sujet. La question énergétique est au cœur de notre dialogue politique. Elle a été évoquée tout au long de la visite du roi d'Espagne à Paris la semaine dernière, une visite extrêmement productive, durant laquelle il a été manifeste que les autorités françaises et les autorités espagnoles partagent les mêmes objectifs, une énergie à un coût qui garantisse notre compétitivité économique, une politique énergétique européenne qui garantisse notre sécurité d'approvisionnement et un secteur énergétique dans nos pays et en Europe qui garantisse que nous assumons notre responsabilité écologique à l'égard des générations futures. Je vous remercie, je remercie encore et je félicite encore l'initiateur des entretiens de Royaumont-Espagne et les organisateurs de cette réunion.